passe dans votre école si jamais il y a des élèves qui décident d'intégrer notre école? Oui, il y en a qui ont envie à un moment donné, se rendre compte que tiens, mon projet, ça serait de passer le bac, ou mon projet, ça pourrait être d'acquérir telle compétence pour avoir un métier. Et on les accompagne là-dedans. Quel que soit le projet, on les accompagne. Donc par exemple, cette année, il y a 2 jeunes filles qui ont 14 et 15 ans qui veulent passer l'examen national d'entrée en seconde. Parce que quand on est dans une école alternative, privée hors contrat, on a besoin de cet examen pour aller dans d'autres établissements. Du coup, elles sont accompagnées là-dedans. C'était leur demande depuis le début de l'année. On sait qu'elles veulent en mois de mai passer l'examen d'entrée en seconde. Donc il y a un emploi du temps pour elles qui fait qu'elles vont travailler les matières dont elles ont besoin. Il y en a une autre l'année dernière, elle voulait expérimenter les métiers du cheval. Et du coup, on l'a accompagnée dans ce projet-là. Elle a trouvé un centre équestre qui était d'accord pour l'accueillir 1 semaine sur 2. Et elle a passé son année en alternance entre le centre équestre et puis chez nous. Voilà. Et des histoires comme ça, il y en a plein. Là, en fait, c'est un petit peu du sur-mesure dans la mesure où chacun a un projet différent. Il y en a qui n'ont pas de projet du tout. D'autres que jouer avec leurs copains, et c'est déjà énorme. Ils ont des choses à faire chaque jour. Certains montent un spectacle, une chorégraphie, une pièce de théâtre, ont envie d'écrire un petit album ou de faire une installation avec des origamis. Enfin, voilà, chacun a des projets qu'il traverse. Et puis des fois, il y a une période qui se déploie comme ça, où il y a une activité qui est exploitée de façon très intense. Et puis, 1 semaine plus tard, ça y est, c'est fini. Et l'enfant passe à autre chose. Tout est acceptable, absolument tout. Ça, vous avez dit, on a mis de côté l'idée au début de faire une école un peu autonome et qu'un inspecteur vous a dit d'oublier. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est maintenant en termes de contrôle au niveau de l'inspection et tout ça? Et là, depuis 2 ans, on n'a plus d'inspection, donc je ne sais pas. Je vous raconterai ça quand on aura été inspecté. Mais pour l'instant, nous ne connaissons pas l'avis des inspecteurs sur ce projet. C'est vrai que moi, ce qui m'a donné le courage aussi d'aller vers l'école démocratique, c'est que l'école démocratique est arrivée en France à partir de 2014, avec une école dans le Dijonais qui s'appelle la Croisée des Chemins. Après, en 2015, il y a eu l'école dynamique à Paris. Et puis, il y a eu plusieurs écoles comme ça qui se sont montées, l'école démocratique. Et le fait que ça devienne un mouvement, ça m'a rassurée dans le sens où je me suis dit que, bien sûr, que c'était une innovation qui allait avoir du mal à passer parce qu'on est dans ce pays où l'instruction est obligatoire et comment est-ce qu'on va justifier que les enfants font bien ces acquisitions-là, même si on est dans un système d'obligation de moyens et que les moyens, on les met en œuvre. Voilà, je ne sais pas quelle sera la réaction de l'inspection, mais c'est vrai que comme c'est un mouvement et que souvent les mouvements ont fait évoluer les consciences et les pratiques, pour moi ça faisait vraiment sens de rejoindre ce mouvement, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, ça correspondait, de mon point de vue, maintenant je n'ai plus aucun doute, aux besoins fondamentaux de l'enfant. D'alimentation, des produits raffinés, tout ce que les enfants aujourd'hui consomment ou ont envie de consommer. Et aussi l'évolution des nouvelles technologies de communication, l'Internet, etc. Donc je voulais juste savoir si ça c'est quelque chose que l'épigénétique, parce qu'il y a aussi un terrain d'hérédité qui est aussi dans l'enfant. Donc je voulais juste, parce qu'on n'a pas du tout parlé, donc je voulais savoir si sur ces points-là, c'est un peu intégré aussi dans votre démarche. Oui, absolument. En fait, tous les sujets sont de bons sujets qui sont à un moment donné abordés parce que quelqu'un l'amène, mais c'est pas forcément nous en tant qu'équipe pédagogique qui amenons le sujet. Parfois, ce sont de plus jeunes citoyens qui viennent avec récemment avec le sujet, par exemple, de l'alimentation. Parce qu'on a une cantine bio, qui cuisine principalement tout ce qui est produit à la ferme et puis d'autres apports qui viennent de notre environnement. Et le sujet de l'alimentation, ça revient régulièrement parce que les enfants
viennent discuter des biens fondés de manger comme ceci ou comme cela, d'avoir de la viande ou pas. Alors là, au dernier conseil d'école, justement, il y a eu une discussion là-dessus parce qu'on avait un coq en trop au poulailler. Alors, il fallait savoir si on allait le manger, mais alors il y a des enfants qui voulaient bien manger du poulet, mais pas de ce coq-là. Et ça, enfin, voilà. Et à chaque fois, ce sont des discussions et des discussions. Donc tout se discute. Et effectivement, en discutant, on essaye de trouver qu'est-ce qui est juste pour chacun, puisque comme notre base, c'est vraiment aussi la communication non violente. On va vraiment s'intéresser à ce que ressent chacun, à ce que chacun puisse se connecter à la vérité qui est à l'intérieur de lui, plutôt qu'au monde des idées, de la pensée. En diététique, on a tout et son contraire. Donc comment on s'y retrouve? Il y a toutes les croyances possibles en diététique ou toutes les justifications possibles, mais en éducation sûrement aussi, dans beaucoup de domaines. Donc, la seule façon d'arriver à trouver ce qui est juste pour ce collectif-là à un moment M, et ça va pouvoir être réformé et remis en question par d'autres citoyens qui reviennent avec d'autres questionnements, et ben c'est de confronter un peu nos ressentis, nos points de vue, et d'arriver à une conclusion à zéro objection. Donc une conclusion qui soit acceptable pour tous. Et oui, c'est possible, on y arrive. Parce que finalement, quelque part, il y a un fil qui nous relie, on parle d'intelligence collective aujourd'hui. Donc c'est cette intelligence collective aussi qui se manifeste dans les échanges et qui permet de prendre des décisions qui sont en même temps très concertées et en même temps très consenties, en fait. Et après, sur le sujet de l'épigénétique, dans nos milieux de réflexion sur cette éducation où on rend à l'enfant sa liberté, on lui rend les outils de sa propre construction, etc. Et ben oui, on parle beaucoup de ces sujets-là, puisque on sait en épigénétique, par exemple, que le comportement du gène il va beaucoup dépendre de l'environnement. Donc, ça peut être de l'alimentation, mais aussi des comportements des adultes autour. Et ça va permettre à effectivement à l'individu de se développer de telle ou telle manière. Donc tout ça, ce sont de vrais sujets. Et on n'est qu'au tout début de quelque chose d'immense, je sens, par rapport à cette compréhension globale de l'humain. Et ces expériences-là, elles valent ce qu'elles valent, elles ne peuvent pas convenir à tout le monde. Mais en tout cas, elles permettent de faire avancer ces sujets. Et d'ouvrir à des possibles qu'on n'avait peut-être pas imaginé si on reste au même endroit, peut-être dans des pratiques ou des sortes d'enfermement parce qu'on fait comme ça depuis des générations, donc on continue de faire comme ça. Donc voilà, le mérite aussi de ces mouvements, c'est de bousculer un petit peu les repères et de nous faire sortir de nos zones de confort pour aller se poser d'autres questions à d'autres endroits. Et ce que je trouve magique, c'est que c'est vivant dans toutes les disciplines en ce moment et sur tous les continents. Et ça, c'est génial. Vous accueillez, j'imagine, des élèves en cours de parcours qui ont été probablement un peu brisés par le système. Qu'en est-il des élèves qui arrivent à peu près au niveau du collège et qui, du coup, ont eu ce formatage toutes ces années passées, qui arrivent chez vous, il y a toute cette liberté. Comment est-ce qu'ils s'adaptent? Comment est-ce que vous arrivez aussi à les aider à s'adapter à cette liberté toute nouvelle, j'imagine, et assez perturbante probablement à certains moments, surtout au moment de l'adolescence? Alors c'est vrai que ça, c'est une vraie question qui nous occupe aussi pas mal au niveau de l'équipe, parce que c'est vrai qu'on voit des jeunes qui arrivent. Alors les jeunes qui arrivent, souvent c'est pas des jeunes qui fonctionnent super bien au lycée. C'est des jeunes qui sont venus questionner leur famille, donc avec des comportements qui sont non conformes, on pourrait dire. Et ces jeunes-là, quand ils arrivent, en même temps, je les trouve, moi, partagés entre deux élans. Peut-être il y a cet élan de dire « Ah ben oui, donc je peux exister peut-être autrement dans un environnement qui me permet d'être moi, sans qu'il y ait toutes ces attentes, toute cette adaptation que je dois m'imposer pour me conformer à quelque chose qui est quand même assez étriqué. » Parce que la réalité, c'est quand même qu'au lycée, il faut fonctionner avec ce qui est proposé, être enfermé tant d'heures par jour, être assis à écouter un prof, faire des épreuves qui sont notées, jugées, etc. Donc
c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont mal avec ça. Et quand donc il y a en même temps cet espace tout d'un coup. Ah ben ouais, je peux. Ça existe des lieux qui sont autrement, et puis moi je peux exister autrement dans ce lieu-là, etc. Et puis en même temps, il y a quelque chose qui est comme on dit quand on parle du corps en vagotonie, quoi. Il y a quelque chose qui s'effondre un petit peu à un autre endroit, qui correspond aussi à se rendre compte que, bah tiens, les outils de la liberté ou les compétences de la liberté, elles n'ont pas été nourries chez moi. Et quand je suis face à cette liberté, par exemple, on me dit, t'es pas obligé de t'inscrire dans quoi que ce soit comme apprentissage. Ben, la réponse souvent que donnent ces jeunes, c'est j'y vais pas. Génial. J'y vais pas. Et ça peut durer très longtemps. Et voilà, il y a plusieurs tendances comme ça de se mettre dans un je lâche tout. Je lâche tout, me demandez plus rien, j'y suis plus pour personne. Mais en fait, c'est des moments très importants. Parce qu'à l'intérieur, ils sont en train de se retaper, de se restaurer. Et il y a quelque chose qui se reconstruit. Et ensuite, on voit qu'il y a une autre phase derrière, où le jeune, il sort de cette espèce de léthargie où on me fout la paix, c'est génial, je vais y rester là-dedans. Donc, ça peut prendre vraiment une année entière. Et là, je vois chez une jeune, par exemple, qui est chez nous, c'est sa deuxième année, elle a 18 ans, là, cette année, elle va avoir 18 ans. Et cette deuxième année, c'est l'année de l'engagement. Ça y est, elle sort de là et elle dit, bon, allez, c'est bon, j'y vais. J'ai pris le temps avec moi de me... Il y a une espèce de déprime aussi. C'est, on regarde, ah ouais, toutes ces années de vie que j'étais dans un système où je me suis sentie pas moi, et puis là, tout d'un coup, il y a ça qui m'est offert, donc il peut y avoir ce petit coup de déprime aussi, ou de tristesse, mais en fait, je sais pas du tout qui je suis. Ça, ils nous le disent beaucoup, les jeunes, vers 16-10 ans. En fait, je sais pas qui je suis, en fait. Il dit, regarde autour de toi, les plus jeunes, ils se posent pas la question, ils sont là, ils sont en train de danser, regarde. Ah mais ouais, mais non, mais moi j'ai pas fait ça, je sais pas. Et la deuxième année, je vois que ça y est, ça déclenche. Il y a des choses qui se posent. Des choses auxquelles ils avaient vraiment jamais pensé. Ils n'avaient jamais pensé qu'il y a un truc qui pouvait les intéresser, par exemple. Et hop, ils vont. Après, on n'a pas suffisamment de recul encore en tant qu'école démocratique pour vraiment pouvoir parler d'une manière plus générale de ces jeunes-là. Moi, j'ai que quelques exemples devant moi, et puis j'ai mes propres enfants aussi, qui ont 20 et 18 ans, les deux grands, et je les vois fonctionner aussi. Et voilà, je crois que c'est plus compliqué pour eux, parce que quand ils sont plus jeunes, là, comme ces loustiques là qui sont là, ils sont juste dans l'élan du vivant, quoi. Ils y vont. Génial, il y a des animaux, super, on peut faire de la peinture, génial, il y a des cailloux, il y a des branches, des arbres, tout est magnifique, et hop, ils cavalent, ils vont partout. Même s'il y a déjà des conditionnements, ils sont moins ancrés. Mais les grands ados, là, on les appelle les gajas, grands ados, jeunes adultes, c'est une petite épreuve pour eux. Alors, moi, ça, Mais en fait, moi ce que je remarque, c'est que les jeunes, ils tapent sur le mur s'il y a un mur, quoi. Mais s'il n'y a pas de mur, ils ne tapent pas sur le mur. Vous voyez ? Donc là, c'est pareil. Quand on dit il y a la crise d'adolescence, où les jeunes cherchent le conflit, je me demande si on regarde bien la situation. Où est la racine des choses ? Parce que moi, la crise d'adolescence chez mes jeunes... j'ai pas vu qu'ils étaient en crise, parce que c'est peut-être moi qui étais en crise finalement. Mais eux, ils étaient juste en train de continuer une logique vivante, commencer tout petit. Donc voilà, après, nous on est là, on se dit, oh là là, ils sont en train de grandir, il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités, il va falloir qu'ils participent plus, il va falloir que, on leur en met des tartines, là, il va falloir qu'ils donnent satisfaction, qu'ils pensent à un métier, qu'ils assurent que je vais pas le nourrir toute sa vie. On met de la pression, et c'est peut-être juste cette pression qui fait qu'à un moment donné, ils nous disent, oh, hé, tu vas me lâcher un peu là ?
Mais c'est peut-être un petit peu justifié quand même. Regardons ça de plus près, quoi. Moi, je propose. Est-ce que la crise d'adolescence, c'est vraiment les ados qui sont responsables de ça? Je ne sais pas. Bonsoir. Moi, je voulais vous poser la question par rapport au financement de votre école et aussi comment vous avez réussi à penser l'accessibilité à tous d'une école qui est sûrement payante. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur aussi. Je suis enseignante dans le public et je tiens au service public. Malheureusement, je critique beaucoup. Et il y a toujours quelque chose qui me gêne aussi avec l'idée d'une école payante, même si je peux entendre qu'aujourd'hui on a peu d'alternatives, et l'éducation nationale a souvent peu d'alternatives. Je voulais savoir comment vous avez réfléchi à cette question. Alors au départ, moi j'ai simplement regardé autour de moi, tiens, comment font les écoles alternatives, elles font payer des mensualités aux parents, d'accord, ok, c'est la seule alternative, oui, ok. Parce que quand on est une école privée hors contrat, il faut avoir 5 ans d'existence pour pouvoir avoir un soutien éventuel de l'État. La plupart des écoles alternatives ne l'obtiennent jamais, ce soutien. Ça s'appelle un contrat simple. Des fois, on peut avoir 2 contrats simples si on a beaucoup de chance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un enseignant habilité, parce qu'il faut qu'il soit reconnu, qui va être salarié par l'éducation nationale. C'est ça un contrat simple. En réalité, une école alternative, ça coûte quand même très cher, parce que si on choisit que les jeunes soient vraiment accompagnés, eh ben, ça veut dire qu'il y a pas mal d'adultes par enfant. On a même si je compte que l'équipe, le dur de l'équipe, c'est-à-dire je ne compte pas nos jeunes qui viennent nous aider chaque année, parce qu'on a des services civiques et des volontaires européens, c'est à peu près un adulte pour 7 ou 8 citoyens. Donc c'est vrai que c'est un accompagnement qui est exigeant, qui coûte très cher parce qu'il faut bien sûr salarier ces personnes, et qu'au niveau des aides possibles, il n'y en a quasiment pas. Nous, pendant 8 ans, on a demandé un contrat. Alors qu'on était Montessori avec des super résultats, parce que nos jeunes, au bout d'un certain nombre d'années, on a bien vu qu'ils fonctionnaient super bien au collège après quand ils partaient. Et qu'ils avaient leur bac, comme tout, voilà, et que même ils étaient plutôt en haut de la pile. Donc on avait cette crédibilité, et en même temps, on n'a jamais reçu de contrat simple. Donc c'est extrêmement difficile d'obtenir de l'aide. Ça peut aussi un peu tirer l'école vers le bas, dans le sens où je connais des écoles alternatives qui ont eu des contrats, mais qui ont été en quelque sorte obligées de rentrer dans les rangs d'un certain nombre de contraintes. Pour avoir un contrat, il faut y a des contraintes. Et du coup, qui perdent leur âme en termes de pédagogie, leurs caractéristiques propres. Donc finalement, nous, notre manière de faire, c'est de valoriser au mieux toutes les contributions. Donc il y a beaucoup de contributions de bénévoles, il y a pas mal de gens qui passent dans l'école, qui proposent des choses, des ateliers, des compétences, etc. Donc ça fait de l'école un milieu très vivant. Donc l'enfant, au lieu d'avoir affaire à 1 ou 2 adultes dans sa vie scolaire, il en a 50 ou 100, je ne sais pas combien dans une année scolaire, combien il rencontre d'adultes différents, c'est faramineux. Et on a aussi une fondation qui nous aide et qui permet d'alléger les écolages pour des familles qui n'ont pas trop les moyens. Sinon, c'est 3 000 € l'année, voilà, le plein temps, sans la cantine. Et on ne sait pas faire autrement, et à 3 000 €, on est ras du plancher. Enfin, on finit l'année avec un déficit. L'année dernière, on avait moins 15 000. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution, on est en France. Il faut juste que la législation évolue pour pouvoir soutenir les alternatives pédagogiques. Juste pour compléter avant de passer le micro, la scolarité en France, elle est payée par au niveau national, ça coûte entre 7 000 et 9 000 € par l'État paye. Voilà. Donc 3 000 €, vous êtes pas cher en fait. Bonsoir Sophie, d'abord je voulais vous remercier pour ce beau projet que vous avez réussi à développer et à concrétiser. Et j'aurais voulu vous poser une question peut-être un petit peu plus personnelle, d'autres questions ont été posées que j'aurais voulu poser et auxquelles vous avez déjà répondu. C'est qu'est-ce que vous, vu ce que vous avez réussi à faire aujourd'hui,
vous auriez à dire à une personne qui partage intimement vos convictions, mais qui hésite encore beaucoup à passer le pas et qui se sent encore un peu prisonnier du système dans lequel on vit? Que dire moi j'ai envie de vous dire, tous ceux qui hésitent, il faut y aller, quoi, parce que ça passe super vite le temps et la vie est trop belle pour qu'on on attende, en fait, j'ai envie de dire. Et en plus, il y a quelque chose qui nous pousse là aujourd'hui, c'est que les choses s'accélèrent. Et enfin, moi ça me pousse en tout cas. Moi ça me pousse parce que je me dis, c'est ce qui m'a aidé aussi à passer le cas, je me dis, mais aujourd'hui, mais les enjeux, mais que mon enfant il sache lire à 6 ans, mais franchement, je m'en fous. Mais carrément. Parce qu'il y a tellement d'autres choses plus importantes à nourrir. Si on regarde bien ce qui se passe dans le monde, là, en venant, exceptionnellement, j'ai 2 heures de radio dans les oreilles, parce que ça me permet aussi de me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe sur cette planète, parce que j'ai pas beaucoup le temps d'écouter la radio. Et je me suis dit, non mais en fait... oui, enfin tout ce que j'entends, ce sont des questions relationnelles et émotionnelles. Tout. Absolument tout. Donc la priorité, c'est ça, quoi. C'est de rendre aujourd'hui aux enfants cet espace où ils vont devenir compétents sur ces plans-là. Parce que la planète, elle en a trop besoin. Que ce soit la relation à soi, à l'autre ou à la nature. Donc, allons-y. Hein. C'est validé. Je valide. Bonsoir, merci pour la transmission. Alors, voilà, moi je suis de cet avis, ok. Et comment vous avez fait? Parce qu'il y a des gens, les enfants étaient, tout le monde savait que l'école que vous aviez avant c'était Montessori. Et puis après, voilà, vous avez lâché. Et donc les parents, peut-être certains sont rentrés dedans. Et d'autres, comment vous avez fait pour les accompagner? Ou est-ce qu'il y a eu des réactions fortes, difficiles? Et comment vous avez fait pour tout ça? Alors curieusement, on n'a pas eu trop de réactions fortes. Par contre, il y a des parents, il y a des familles qui sont parties. On a eu à peu près 20%, 25% de familles qui sont parties. Ça leur convenait plus parce qu'effectivement, ils étaient venus pour une école Montessori à la ferme et tout ça. Montessori, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pédagogie qui est quand même hyper performante sur le plan scolaire. Ça fait des enfants avec un intellect fort développé en général. Bien que finalement c'est un contresens parce que Montessori elle a jamais dit qu'il fallait faire ça. Elle a juste dit les enfants ils ont de l'appétit alors mettez-leur à manger. Elle a jamais dit qu'il fallait les gaver. Mais bon, ça c'est un autre problème qui appartient au monde Montessori. Donc les familles qui sont restées proches de nous, c'est que la transition a été douce, hein, comme je vous ai dit. Pendant 2 ans, on a fait venir des intervenants. On a nourri la réflexion, on a proposé des lectures, on a écrit notre nouveau projet pédagogique, on a tenu les familles informées et ils nous ont vus aussi tellement ensemble dans cette décision. Parce que c'est toute l'équipe qui a choisi ça, et c'est toute l'équipe qui était portée par cet élan. Et je pense qu'on était assez convaincants dans notre enthousiasme. Sans cacher les peurs d'ailleurs, on a été aussi transparents sur nos peurs, nos inquiétudes et toutes les résistances que ça faisait en nous de lâcher. Montessori par exemple, c'est trop facile avec Montessori d'avoir un enfant hyper satisfaisant devant soi. Et lâcher ça, c'était un effort quand même. Donc on a été assez transparents sur tout ça. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal de parents qui ont pu s'identifier à nous aussi dans ce qu'on vivait en tant qu'accompagnateurs de leurs enfants. Et qui ont pu sentir que c'était aussi juste cette transition. Et du coup, ils ont suivi pour la plupart. Et le phénomène aussi qui s'est passé, c'est que du coup, on a reçu des familles, on reçoit maintenant de nouvelles familles qui sont évidemment pas les mêmes. Donc beaucoup de familles qui ont déjà pas mal cheminé sur ces questions-là et c'est assez confortable. Alors c'est vrai que j'ai toujours une pensée pour ceux qui travaillent dans l'éducation nationale avec tous les enfants du quartier, des familles qui sont complètement disparues. Je me dis ça doit être hyper dur de faire un projet qui est satisfaisant pour tout le monde parce que les gens ils choisissent pas une pédagogie en fait quand ils mettent leur enfant à l'école du quartier, ils mettent leur enfant à l'école du quartier, c'est tout. Et je me dis, même si on a des aspirations pédagogiques, ça doit être hyper dur de satisfaire tout le monde. Et nous, on a cette chance d'avoir
de proposer, les gens disposent. S'ils se reconnaissent dans notre projet, ils viennent. S'ils ne se reconnaissent pas, ils ne viennent pas. Il n'y a pas de débat à cet endroit-là. Et du coup, ça, c'est vraiment hyper confortable. Et je ne vois pas comment, dans un contexte comme ça, on pourrait fonctionner autrement. Et l'idée de démocratiser l'école, ça serait bien qu'il y ait des écoles qui font des propositions très variées et que les familles se tournent vers ce qui leur convient, en fait. Plutôt qu'une proposition un peu monolithique qui... Donc, c'est vrai que ça ne peut pas convenir à toutes les familles, mais il faudrait qu'il y ait plein d'écoles différentes partout. Bonjour. Merci pour votre témoignage. Je voulais vous poser une question par rapport aux adultes du coup, qui font partie du hameau. Je me demandais comment ça pouvait se passer pour ces familles qui venaient ensemble, par rapport au prix de la scolarité, par rapport à leurs actions dans l'école ou pas, par rapport à la différence qu'il peut y avoir entre la manière de voir les enfants entre les éducateurs et les parents, parce que les attentes des parents, elles peuvent encore être là. Donc comment vous faites pour pouvoir vous soutenir là-dedans? Ça aussi, ça se soutient. C'est-à-dire que c'est vrai que, comme je ne vous l'ai pas caché, accompagner l'enfant différemment, c'est tout un cheminement de vie. En fait, moi, je pense que à la fin de ma vie, j'aurais encore des progrès à faire sur certaines choses, ou des choses à découvrir chez l'enfant, parce que c'est infini. Et du coup, ce qu'on propose nos parents, c'est vraiment de se mettre d'accord sur une intention. Ça ne veut pas dire que tout le monde est au même endroit au même moment. C'est-à-dire qu'on est dans la même intention. Et après, pour mettre en œuvre ça, c'est un travail personnel, mais c'est aussi soutenu par l'école parce qu'il y a un café des parents toutes les semaines, pendant 2 heures, il y a une discussion qui est un cercle de parole. Moi, je fais une lettre aux parents à peu près toutes les 2 semaines où je propose des lectures, des textes, des réflexions. Je dis où on est l'équipe pédagogique. Je les tiens très informés aussi de ce qui se passe au sein de l'école, de quelles décisions ont été prises, de quels sont les projets en cours, etc. Donc tout ça, ça s'accompagne. C'est vraiment une relation qui se construit. Et après, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé ce soir, mais il y a une chose dont je suis absolument convaincue, c'est que pour arriver vraiment à être bienveillant, c'est-à-dire à être serein face à un enfant, même s'il est en train de se rouler par terre parce qu'il veut le camion rouge ou que vous êtes au restaurant, il est en train de hurler, etc. Pour être vraiment tranquille et dans la bienveillance, pour moi, ça nécessite un travail thérapeutique. Enfin, pour moi. Mais du coup, les parents qui viennent, on leur dit ça aussi. Si vraiment vous voulez faire ce grand nettoyage et pouvoir être au mieux avec votre enfant dans le présent, c'est important d'aller voir, d'aller chercher l'enfant intérieur, d'aller se mettre un petit peu en relation avec la manière dont on a été construit nous-mêmes et pouvoir calmer cet émotionnel qui vient entraver beaucoup de nos intentions quand on veut être bienveillant avec les enfants. Donc il y a aussi un carnet d'adresses de thérapeute à disposition. Bonsoir. Moi, je trouve ça très bien de bousculer l'éducation nationale et de toujours innover. Par contre, dans votre idée de proposer différentes écoles, de donner le choix de proposer différentes écoles, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est justement de sectoriser un peu les populations et d'éviter ce qui existe en fait dans les écoles publiques, c'est justement ce brassage, ce mélange. Et je trouve que c'est un peu dangereux justement de dire moi je vais dans telle école et on se retrouve un petit peu entre copains-copines, entre gens déjà convaincus. Et je pense que tout n'est pas dû, enfin le secret c'est pas les pédagogies, je pense qu'avant tout le secret c'est l'humain qui est en face de l'enfant. Et je pense que dans l'éducation nationale, enfin, dans le système, il y a aussi de très bons enseignants qui peuvent apporter énormément aux enfants. Et je pense que la clé de la réussite, c'est pas justement telle ou telle pédagogie.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'engouffrent là-dedans en oubliant en fait que avant tout c'est l'humain. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, c'est la priorité. On peut avoir une pédagogie tip-top, très très bien pensée, avec un matériel didactique extraordinaire. Et finalement, si la relation n'est pas une relation de qualité, faire des dégâts aussi. Donc, je suis complètement d'accord avec vous, et y compris sur le fait que dans l'éducation nationale, il y a des personnes qui font un travail absolument indispensable, de grande qualité, et que c'est la personne qui va être déterminante dans ses propres choix, et ses propres actions et ses comportements dans l'accueil de l'enfant. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui me semble surréaliste, quant à moi, de mon point de vue, c'est d'avoir dans un même espace, dans une même classe, des enfants qui viennent avec un background tellement varié. Alors, il y a ceux qui ont des parents qui vont être d'accord avec ce que fait l'enseignant, puis ceux qui sont pas du tout d'accord, qui font complètement différemment à la maison, etc. Et je me dis, waouh, quel travail, quoi, pour arriver à faire quelque chose avec ça. En fait, la violence, elle est aussi subie par les enseignants, elle est aussi institutionnelle, quoi. C'est vraiment, voilà, on vous laisse 30 enfants, souvent ils ont tous le même âge, donc il y a une espèce de ghettoisation d'un groupe d'enfants, et puis faites-en quelque chose de chouette, et vous n'avez pas d'aide, vous n'avez pas de moyens, vous êtes enfermés. Et en plus, les parents ne sont pas forcément d'accord avec ce que vous faites, c'est hallucinant quand même comme contrainte. Et voilà, j'ai de l'empathie en fait pour les personnes qui vivent ça. Je trouve ça super dur. Bonsoir. Vous avez parlé d'autres écoles alternatives qui existent sur le territoire, comme quoi il y a une forme de mouvement qui serait en train d'arriver en France. Et en même temps, vous semblez dire que finalement vous proposez quelque chose qui est très précis et particulier, peut-être que les autres écoles proposent d'autres types de choses. Comment est-ce que vous verriez finalement, je ne sais pas, l'avenir d'une société qui irait de l'avant? Est-ce que ça serait avec une multitude d'infinité d'écoles qui proposeraient une infinité de solutions, à tel point que nous, parents, aurions bien du mal à nous y retrouver? Finalement, on ne peut pas aller interroger chaque école sur chaque territoire pour savoir laquelle conviendrait le mieux à ce qu'on imagine qui serait bon. Ou est-ce qu'il y aurait comme un socle commun de manière de fonctionner? Et est-ce qu'au-delà de ça, il y a une volonté quelque part de se rapprocher de ce que font les autres pour essayer un petit peu, soit d'aider des familles, des groupes de gens qui souhaitent monter des écoles, essayer de faire tâche, enfin voilà, la question n'est pas très claire, c'est un petit peu multiple, mais bon, voilà, il y a différentes choses qui sont pas... Je crois que c'est dans l'esprit de votre question. Parce que vous me posez la question de la vision, donc pour une société, et en même temps, comment pas s'y perdre s'il y a une multiplicité de pédagogie. Et est-ce qu'à moyen terme, il y a une volonté de votre part de se rapprocher des autres et d'essayer de faire tâche sur le territoire? Moi, il me semble, comme je vous l'ai dit pendant cette présentation, que pour moi, il y a une urgence, c'est de libérer l'enfant de la violence éducative, afin que chacun puisse rester entier, quoi. Pas être obligé de se dissocier, de s'adapter à la violence, parce que je trouve que c'est ce qui est le pire pour l'humain, et l'histoire nous l'a suffisamment montré. Donc s'il y avait une chose qui devrait se généraliser, de mon point de vue, c'est ça. C'est que reconnaître que l'humain, il est biologiquement un aspirant à la bienveillance, un aspirant à l'amour sans condition, et qu'il a besoin de le vivre pour pouvoir vivre son humanité. Donc ça, pour moi, presque, je dirais que si j'étais ministre de l'Éducation, j'aimerais que tous les enseignants et les parents soient formés à la communication non violente et à la bienveillance, parce que c'est une base. Et c'est une base sociale, c'est un projet de société, pour moi c'est hyper important. Après, quelle forme doit prendre l'apprentissage? J'ai envie de dire, c'est presque une question secondaire et qui n'est, pour moi, n'appartient pas à une institution, appartient à chacun. Parce que cette question d'apprentissage, si chacun se la réapproprie, même si je n'ai que 3 ans et que je peux me réapproprier cette question de l'apprentissage, à ce moment-là, je ne vais plus obéir à une doctrine ou à un dogme ou à une institution, une idéologie.
être juste un élément qui va participer à un projet de société, mais juste je vais être moi avec mes aspirations en termes d'apprentissage. Et peut-être que dans nos environnements, on entend des histoires complètement dingues, quoi. Mais même dans ma propre histoire, le fait que mon fils de 12 ans, il veuille faire de la forge à 12 ans, alors qu'on sait bien que la forge, c'est avec des enclumes et des masses et tout ça, et que je lui dis, parce que je suis conditionnée, mais n'importe quoi, Lucas, à 12 ans, on ne fait pas de la forge. Hein. De toute façon, ça n'existe pas les formations pour les enfants. Tu comprends? C'est des adultes qui font de la forge. Et qu'il va chercher sur Internet, il me sort une adresse et il me dit on peut l'appeler, lui? Et je prends mon téléphone, je dis bah oui, tu vas voir. Et puis on l'appelle, et puis le monsieur au téléphone, je lui explique la situation, je lui dis mon fils ne veut plus aller au collège. Il veut faire de la forge. Et que le monsieur me répond mais c'est génial ça, il est bienvenu dans mon atelier. Et que j'emmène mon Lucas tous les matins, il est blanc, et le soir, je le reprends, il est noir. Avec un sourire comme ça, là, juste aux oreilles, et tellement crevé qu'il s'endort dans la voiture, parce qu'il a frappé toute la journée, parce que c'est de la forge manuelle en plus, hein, donc il a choisi. Et ben ça, je pouvais pas le prévoir, et je pense pas qu'une institution aurait pu le prévoir. Et cette histoire, elle est atypique, mais il y en a plein à partir du moment où on laisse l'enfant dans sa liberté. Il y en a, à Sudbury, il y en a un, à 15 ans, il s'est intéressé comment ça s'appelle, il voulait être médecin légiste, vous voyez. Donc, qui va aller imaginer qu'un gamin de 14 ou 15 ans, il peut s'intéresser à ça? Personne, en gros. Donc, la question de l'apprentissage, je trouve que chacun devrait se la réapproprier. Et moi, j'adore la vision de Peter Gray, l'auteur de Libre pour apprendre, parce qu'à la fin de son livre, il dit que pour lui, le projet de société, ce serait que dans tous les collectifs, dans toutes les communautés, il y a un centre de ressources. Donc, comme une médiathèque, mais beaucoup plus variée, avec des ateliers, poterie, couture, tout ce que vous voulez, des salles libres pour que la maman du quartier qui sait tellement bien faire les loukoums, elle puisse venir faire un atelier loukoum, et puis que l'autre qui sait faire du macramé, il puisse venir faire du macramé, etc. Et que ce soit un centre de ressources permanent et intergénérationnel qui permette à tous de venir apprendre en continu et partager tout ce qu'on a envie d'apprendre et de partager. Et ça, je trouve que c'est une très belle vision. Et dans cette vision-là, il n'y a plus besoin d'école. La notion d'école disparaît. Il n'y a plus que des centres de ressources intergénérationnels, d'une richesse infinie, parce qu'on ne sait jamais toutes les matières que l'on pourrait explorer dans des lieux comme ça. Donc, voilà, moi, ma vision, elle rejoint beaucoup ça. Je me dis, l'école, bon, c'est un concept, il est très récent, il peut mourir, hein, c'est pas grave. Il est hyper récent hein, comme concept, ça a plus d'un siècle. Sophie, ça fait 2 heures que tu parles, il y a encore 4 personnes pour lever la main, c'est ok pour toi Si vous êtes bien, moi je suis très bien. Bonjour et puis merci beaucoup pour ce que vous faites. Je m'appelle Herminia, je suis enseignante et je tenais à vous remercier pour votre empathie parce qu'elle fait du bien à entendre. Tout simplement parce que oui, c'est effectivement un métier très difficile. Moi je suis en plein questionnement, ça fait 17 ans que je fais ça. J'en viens, je fais des dégâts auprès des enfants parce que justement je reçois dans les heures avant de me retrouver devant ces 27 petits êtres avec des choses d'une violence inouïe, hein, des prises de tête entre collègues, des doigts qui viennent de tomber, des choses qu'on nous impose qui sont à l'inverse de ce que je pense vraiment et que si je ne me sens pas obligée de les mettre en place, en tout cas on y force. Donc c'est très terrible d'aider un enfant à lutter contre cette violence alors qu'on l'a en nous, qu'on l'a subie. C'est difficile de ne pas la renvoyer. Voilà. Alors moi j'avais 2 questions, à peu près. En fait j'en ai bien plus dans ma vie. Donc c'est déjà... je suis d'accord avec le constat que vous faites sur la violence. Maintenant, pour parler franchement, moi je me suis questionnée moi-même pour mes propres enfants, pour ne pas le scolariser dans le service public, mais j'en ai pas les moyens. Je suis maman célibataire et 3 000 € ça reste beaucoup. Donc une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait pour essayer? Parce que si on veut que le monde change, moi je suis devant des élèves tous les jours et je me prends aussi la violence qu'ils subissent, et souvent, c'est pas pour faire un cliché, mais la violence sociale et financière fait que je finis avec devant moi des enfants qui sont victimes de choses qui me dépassent. Ils ont en plus
une éducation avec laquelle peut-être je suis farouchement opposée, je me rends compte lorsque je rencontre les parents, et c'est très difficile de gérer tout ça, bref. Donc je me dis qu'il faut que ça se démocratise, forcément. Donc une chose, est-ce qu'il y a eu des courants qui existent pour dire justement, parce que votre remarque était très vraie, sur la scolarité d'un élève, le prix que ça coûte. Je vais vous donner un exemple tout con, hein, sur le redoublement. L'année dernière, on me dit qu'il fallait dire « faut pas redoubler, c'est nul ». J'étais d'accord, cette année, il faut dire « ah non, mais finalement, si c'est bien, enfin, on passe pour des cons, personne n'y gagne, enfin, c'est affreux ». Donc, est-ce que cette somme qui est prise nationalement, mais de la solidarité commune, est-ce qu'on ne pourrait pas militer ensemble pour faire le choix, en tant que parents, que cet argent qui est récolté avec nos impôts, avec le travail de tous, solidairement, je puisse faire le choix de le donner à une école comme la vôtre, première chose, première question, première idée peut-être. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a eu des rapprochements de tenter de votre part de l'éducation nationale, que je sais assez fermée à ce genre d'initiative et de façon de faire les choses. Enfin, je veux dire, quand tu arrives dans un établissement en disant que tu veux faire du yoga, tu passes un peu pour le libéral du value quand même, il faut le dire. Et puis on me dira toujours, et les sous et tout ça, même si avec une bonne volonté, on peut faire plein de choses sans sous, je suis bien d'accord. Donc voilà, c'est ma deuxième question. Est-ce qu'il y a eu un rapprochement de l'éducation vers vous, de vous envers eux? Parce que moi, j'aurais besoin, même en tant que personne, de pouvoir appliquer ce genre de choses. Mais à 27, toute seule, avec 2 autistes, un dyslexique, 3 dysphasies, je suis même pas sûre que la bouffe soit pas responsable. Vous avez dit tout à l'heure que c'était peut-être dans la façon qu'on a d'enseigner, cette multiplication des 10. Moi, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose de pire que ça, qui est plus dans la nature, quoi. Et où là, malheureusement, l'éducation, est-ce que ça peut faire quelque chose? Je ne sais pas. Enfin voilà, c'est pas très optimiste tout ça, mais je cherche pour en faire quelque chose de chouette. Et merci, parce que je vous ai compris. Alors, financer des écoles très très différentes, que les parents puissent faire le choix, c'était un petit peu l'idée du chèque éducation. Mais je crois qu'on n'est pas du tout mûr en France pour adopter ça. Enfin, c'est ce que je sens pour l'instant. Il y a des pays européens qui sont dans ce système où on finance des écoles alternatives. L'État finance les écoles alternatives parce qu'il reconnaît le besoin de choisir des pédagogies différentes de la part des familles. Donc ça me paraît un peu plus démocratique. Il faut savoir aussi qu'en France, il y a quelques initiatives qui sont faites, qui sont très peu coûteuses ou gratuites. Donc il y a tout ce qui est des lycées, collèges expérimentaux, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. D'ailleurs, je crois qu'il y a un projet dans la région aussi. Je ne sais pas s'il verra le jour. Il y a aussi des écoles comme les Amanins, qui est très peu cher, je crois que c'est 30 € par mois. Ou une école à Marseille, l'école Freinet, qui coûte aussi 30 € par mois. Mais ce sont des initiatives personnelles, avec des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour que l'école reste accessible à tous. Aux Amanins, c'est adossé à une scope. Donc finalement, il y a un jeu de vase communicant qui fait que l'école est soutenue. Et puis ils ont un contrat simple également. Et à Marseille, je ne sais pas comment l'école va continuer, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, elle a très très peu de moyens pour continuer à être... pour se développer. Son développement est quand même compromis. Et après, la deuxième partie de votre question, c'était... Ah oui, un rapprochement. Alors, nous, notre manière de contribuer, c'est vraiment d'ouvrir ce que nous faisons à un public le plus large possible. Donc il y a des gens qui viennent visiter, je présente la pédagogie, toute la démarche à un public très varié. Je sais que dans ce public, il y a des enseignants, il y a des inspecteurs, etc. Et nous faisons aussi de la formation, et dans les formations en pédagogie, chez nous, il y a à peu près 50% de personnes qui viennent de l'éducation nationale et qui sont en recherche de solutions pour leur propre profession et pour faire avancer un petit peu la question. Donc, effectivement, ça confirme encore une fois que ce sont des initiatives personnelles, parce que souvent, ce sont des personnes qui prennent sur leurs vacances, qui prennent sur leurs deniers pour venir se former à des pédagogies alternatives, pour pouvoir les implémenter dans leur classe. Donc, souvent, c'est vraiment très dépendant de volontés individuelles. Mais sur le plan institutionnel, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose qui se fait, même si on est quand même en progrès, j'entends par-ci par-là. Il y a des formations en communication non violente qui se donnent,
Il y a des sessions sur les pédagogies alternatives de plus en plus, peut-être dans la formation des maîtres, mais ça reste encore très 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 timide et toutes les tentatives de rapprochement de nos mouvements pédagogiques avec l'éducation nationale sont restées assez infructueux jusqu'à maintenant. Désolée. Bonsoir. À constater le public qui est là ce soir, votre intervention elle est bien dans le vent. On peut dire qu'elle est d'actualité. Et elle est d'autant plus d'actualité qu'elle amène justement la question de donner davantage aux enfants confiance en eux, davantage de capacité d'initiative, et du coup, vous le confirmez aussi, davantage de citoyenneté dès le plus jeune âge. Et Dieu sait si on en a besoin, même à l'état adulte. Oui. Et du coup, ça m'amène à dire cette démarche que vous faites et que vous développez en s'appuyant aussi sur cette notion de recul de la violence aussi, pour la faire avancer dans les démarches alternatives, il faut effectivement qu'il y ait aussi un mouvement suffisamment fort. Et donc ma question, elle est surtout quel type de relation avec des expériences à l'étranger et puis avec des expériences en France. Moi je suis issu, j'ai travaillé longtemps dans les maisons familiales rurales où je trouve que l'esprit de citoyenneté du jeune adolescent et même du jeune adulte est vraiment pris en compte, je dirais peut-être avec moins de réflexion que vous l'apportez ici, mais il me semble qu'il y a des réseaux peut-être d'alternatives qui peuvent se solidariser. Oui, absolument, absolument. Je connais bien les MFR parce que ma fille a fait un séjour aussi. Sans doute qu'on n'est encore pas suffisamment fédérés, effectivement, mais il y a des tentatives dans ce sens-là. Il y a des fondations, notamment, qui essayent de fédérer toutes les pédagogies différentes pour qu'il y ait plus de poids aussi en tant que force de proposition. Moi, ce que je peux dire pour ce qui nous concerne, c'est que c'est un tel travail, en fait, d'avoir une école alternative, que ça laisse très peu de place pour une vie plus militante et plus tournée vers l'extérieur. On est vraiment le nez dans le guidon, ça c'est sûr. Le fait qu'on ait très peu de moyens, que malgré le coût de scolarité prohibitif pour certaines familles, c'est très faible pour faire fonctionner une école, et le fait que ce soit très demandeur en termes d'investissement, en temps et en énergie, fait que je ne suis pas sûre que les écoles soient potentiellement les mieux placées pour arriver à faire force et pouvoir vraiment prendre le temps de comparer les pédagogies, d'échanger des savoirs, et puis de pouvoir être visible davantage, malheureusement. Ouais, ça je ne connais pas. Je connais les maisons familiales rurales et j'apprécie ce système-là qui convient bien à certains d'alternance. Cela étant, je vous le raconte quand même, c'est que ma fille qui est allée à l'internat à la maison familiale rurale a trouvé que effectivement elle s'est retrouvée au sein d'un groupe où il y a un public qui est accueilli là, qui est plutôt issu de l'exclusion, de la voie habituelle qui mène au bac, etc. Du coup, elle s'est retrouvée avec des difficultés relationnelles au sein de l'internat qui n'étaient pas suffisamment gérées. Et c'est là que je dis, la priorité aujourd'hui, c'est s'occuper de la relation, quoi. Bonsoir. J'aurais deux questions. Tu fais de la pédagogie. Est-ce que vous avez continué un peu avec Montessori quand même ou complètement À nous questionner je sais pas, par exemple, à proposer le matériel ou à quand même garder des choses de Montessori.
D'accord. Oui, on a gardé les environnements, parce qu'on a fait des environnements Montessori avec tout le matériel didactique. Il est tellement génial ce matériel. Quand on veut apprendre les maths, par exemple, manipuler le matériel Montessori, c'est quand même le top. Ouais. Et du coup, ma deuxième question, c'est un peu dans ce sens. Au niveau des ressources, justement, comment vous faites pour proposer le plus grand nombre de choses possible? Comment, je sais pas, votre fils, il a voulu faire de la forge? Ou ce genre de choses? Oui. Alors, la forge, c'est un financement perso. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de familles qui sont engagées auprès de leurs enfants pour les accompagner. Je pense à une maman, par exemple, qui était mère au foyer, mais qui a véhiculé son fils presque tous les jours pour aller au lac, à la pêche, etc., pendant des années, et puis elle l'a emmené un petit peu partout. Donc c'est vrai qu'on a des parents qui sont quand même souvent très engagés auprès de leurs enfants. Après, au sein de l'école, il y a aussi tout un système de financement de projet, avec, quand on a besoin d'argent pour faire un projet, on trouve des filières. Donc on a un petit café où on vend des crêpes, des gaufres, des boissons une fois par semaine qui rapportent pas mal. Et c'est les enfants qui font tout. Ils font le service, ils font tout, ils sont incroyables, incroyablement compétents, quoi. On a une production d'œufs de poule qui rapporte pas mal aussi. Donc ils les vendent 1 ou 2 fois par semaine sur le marché, et puis ils vendent tout parce qu'il y a tellement de familles autour et tout le monde a besoin d'œufs. Donc ça c'est une filière. Et puis après, ponctuellement, ils peuvent aussi rajouter des idées pour rapporter de l'argent pour faire un projet. Pour l'instant, on n'a pas eu à financer des très gros projets, où il y en a qui se sont cassés la figure parce que c'était trop coûteux. En fait, je voulais... Les ressources pédagogiques, ça, il y a un budget qui est consacré à ça chaque année. Et ça, c'est un budget qu'on prélève sur l'ensemble des écolages. Non, mais en fait, comment on peut donner envie à un enfant de faire, je sais pas, médecin légiste, ou de faire... Qu'est-ce qui fait à l'école qu'il est attiré par ça? C'est la vie, c'est la rencontre, c'est le hasard, c'est le destin, c'est, je sais pas, appelez-le comme vous voulez, qui fait qu'à un moment donné, l'enfant il va s'intéresser à quelque chose qu'on n'avait absolument pas prévu ni attendu. Le fait que ce soit une école vivante, ouverte, il y a plein de rencontres qui se font. Il y a tout le temps des voyageurs, des visiteurs, des gens qui font des métiers, qui ont des talents, des compétences, des spectacles, des conférences. Et comme dans la vraie vie, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est la rencontre et qui nourrit la vocation, parfois. Cela étant, nous, on est une école démocratique. Vous verrez des modèles d'écoles démocratiques qui ne proposent rien. Pas d'emploi du temps, pas d'atelier. Nous, on est une école démocratique, on fait une fois par période, c'est-à-dire toutes les 7-8 semaines, un marché des compétences. Et tous ceux qui veulent contribuer peuvent venir mettre leur stand en disant « moi, je sais faire du tricot, regarde, je fais comme ça, si tu as envie d'apprendre, c'est le mardi de 8h à 9h à tel endroit. » Donc, quel que soit notre âge, quelle que soit notre place dans l'ensemble, on peut venir et proposer un stand avec des compétences à partager. Et ça permet à nos jeunes de remplir un emploi du temps qui se font pour la période où ils savent que moi j'ai choisi tricot de telle heure à telle heure, et puis après je veux faire de l'anglais de telle heure à telle heure, etc. Donc c'est une école où on propose. Voilà, je crois qu'on est... On a fait les 4 questions, ouais. On a fait les 4 questions. On va va peut-être y avoir des frustrations, mais je crois qu'on va arrêter là. On peut parler avec... Je suis encore un petit peu là pour échanger avec vous si besoin, de manière informelle. Merci pour votre écoute. Merci.